On pourrait presque dire, Daniel, que le Parti des démocrates est devenu le parti de ce qu'on appelle en Israël la Mecha, à savoir Oui. la contestation. La contestation contre la réforme judiciaire voulue par le gouvernement, mais plus largement contre ce gouvernement. Dror Even Sapir. Dror, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes journaliste indépendant aujourd'hui, on va dire, en correspondant de plusieurs médias français et également analyste politique, bien au fait de l'actualité politique en Israël. Et c'est pour cela que nous avons sollicité pour essayer de commenter, on va dire, les derniers développements dans la campagne électorale qui est désormais bien lancée, on peut le dire. Il y a eu dimanche donc ces élections au sein du Parti des démocrates avec des résultats, on va dire, relativement attendus. Il n'y a pas de véritable grande surprise. Comment vous analysez ces résultats? C'était des primaires, mais des primaires, on va dire, un peu partielles, parce qu'il fallait un peu donner la place à un peu tout le monde. Il y avait Yair Golan à la tête, et puis il y avait des représentants du parti Meretz, des anciens députés. Comment vous analysez les résultats de ces élections? Déjà, je pense qu'il y a tout de même eu une surprise, mais avant les élections, la surprise, c'est le nombre de personnes qui ont adhéré à ce parti des démocrates. 112 000 adhérents, c'est beaucoup, c'est considérable à l'échelle d'Israël, alors que le parti, dans les sondages, stagne à 10, parfois 11 sièges. Bien évidemment, 100 000 personnes, ça représente quoi? Peut-être 3 ou 4 Trois ou sièges, quatre c'est sièges, pas oui. ça l'important, mais à partir du moment où il y a un entrée. Nous avons perdu Dror. Qui se traduit par un nombre aussi important d'adhésions, et que dans les sondages, il n'y a pas véritablement de progrès fulgurant, même si le parti, encore une fois, est stable à 10 sièges. Et puis le deuxième principal enseignement de ces primaires, à mon sens, c'est l'émergence du mouvement de contestation en politique. On pourrait presque dire, Daniel, que le Parti des démocrates est devenu le parti de ce qu'on appelle en Israël la Mecha, à savoir Oui. la contestation. La contestation contre la réforme judiciaire voulue par le gouvernement, mais plus largement contre ce gouvernement, avec pardon, des représentants de cette contestation élus en très bonne place. Omri Ronen et Moshe Radman et Moran Zer Katznelstein, qui sont des personnalités qui ont véritablement émergé avec cette contestation, qui a été inconnue du grand public ou qui n'avaient pas d'implication publique avant cette contestation. Et donc, véritablement, on pourrait presque dire qu'à Démocratie, c'est plus vraiment l'union, la fusion entre le Parti travailliste et le Meretz, même si les représentants de ces deux partis respectifs ont encore de bonnes places sur cette liste, mais le parti de la contestation. D'ailleurs, les candidats qui avaient un ordre du jour beaucoup plus diplomatique et qui parlaient beaucoup plus de paix, de la nécessité de concessions territoriales d'un État palestinien, n'ont pas obtenu de bonne place. Je pense à des gens comme le général de réserve Nimrod Schaeffer, qui est numéro 11, ça reste encore plus ou moins réaliste, mais il espérait beaucoup plus. Émilie Moati, que les francophones connaissent bien et qui avait un ordre du jour très diplomatique, elle n'a obtenu que la place numéro 14, je crois. Oui, c'est ça, la place numéro 14. Une déception tout de même pour Émilie Moati, et des gens associés à cet ordre du jour comme Eran Etzion ou l'ancien numéro 1 de Shalom Arshav, Yariv Oppenheimer, qui n'ont pas obtenu de place éligible. Est-ce qu'il est exact Dror, est-ce qu'il est exact de dire que cette liste, elle est plus proche du parti Meretz que du parti travailliste que l'on connaissait? Alors, vous savez, le parti travailliste que l'on connaissait, c'est difficile parce que c'était Oui. à l'époque où c'était un grand parti, c'est plus du tout le cas aujourd'hui. C'était un parti avec des tendances très différentes. Les colombes, les faucons, même le Meretz, qui était un parti de taille plus modeste, vous y trouviez des gens qui avaient un agenda très socialiste contre des militants des droits de l'homme et qui avaient une conception plus individualiste de ce que devait être la gauche israélienne. On retrouve un petit peu ces tendances. Il y avait des places, c'était l'accord entre le Meretz et le Parti travailliste, des places réservées ou des garanties de représentation pour le Meretz. Pour aller vite, ça garantissait au Meretz
2 places dans les 10 premiers et 2 places entre le numéro 10 et le numéro 20. Il y a encore des gens qui représentent l'ancien parti traviste, mais c'est vrai que le parti traviste, ces dernières années, s'est gauchisé, s'est rapproché de la gauche. Donc il y avait une certaine logique à cette fusion parti traviste mais reste. Et aujourd'hui, certains affirment que l'aspect centriste, consensuel, proche de l'establishment israélien qui incarnait le parti traviste pendant longtemps, vous le retrouvez davantage dans un parti comme celui de Gadi Eisenkot, par exemple. Alors, est-ce que le fait de dire que c'est la victoire, on va dire, d'un parti qui est un parti de Mecha, de protestation, ça veut dire que finalement, dans la prochaine législation, eh bien, on va voir un parti travailliste qui va essentiellement contester, mais pas obligatoirement proposer des solutions concrètes aux problèmes de l'État d'Israël, parce que c'est surtout un mouvement de protestation, un parti de protestation? Tout va dépendre du résultat des élections. Si les résultats électoraux permettent à ce parti d'intégrer le gouvernement, on peut imaginer que la plupart de ses membres vont effectivement devoir opérer cette transition, peut-être un peu délicate, peut-être un peu difficile, entre une posture de contestataire et une posture d'exécutant, une posture qui correspond à un pouvoir exécutif. Ce ne sera pas effectivement facile pour un certain nombre de ces nouveaux ou anciens députés qui ont effectivement une fibre essentiellement contestatrice, mais vous savez, à l'intérieur même de la coalition gouvernementale actuelle, celle dirigée par Benjamin Netanyahou, vous avez des membres de la coalition qui contestent le gouvernement, puisqu'ils manifestent, par exemple, c'était encore le cas il y a quelques jours, aux abords de la bande de Gaza pour exiger le retour des implantations dans la bande de Gaza. Donc c'est une contestation interne à la coalition, au gouvernement. On peut peut-être imaginer un phénomène semblable, mais axé sur des fondamentaux idéologiques tout à fait différents, si les démocrates intègrent le prochain gouvernement. Tout dépendra du résultat, bien évidemment. Alors, Yair Golan, on commence à comprendre un peu, on va dire, sa sémantique. Elle est souvent virulente. Qu'est-ce que vous pensez des propos de Yair Golan, par exemple, sur le fait que si eh bien, il arrive au pouvoir, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire s'il arrive au pouvoir, s'il appartient à un futur gouvernement, eh bien, il exigera, par exemple, la fermeture de la chaîne 14, que, par exemple, même le soir des élections, les correspondants de la chaîne 14 n'ont pas été admis à l'intérieur des bureaux, en tout cas des bureaux de décompte des voix. C'est-à-dire, est-ce que par exemple, s'il s'avère que David Zini a servi avant tout Netanyahou plutôt que l'État d'Israël, eh bien, il le limogera. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de déclaration? Parce que ça fait, entre nous, ça fait pas très démocratique tout ça. Alors, il y a deux choses différentes. Concernant David Zini, Yair Golan n'est pas le seul politicien dans les rangs de l'opposition à laisser entendre que si les preuves s'accumulent qui pourraient effectivement prouver et montrer d'une manière claire que David Zini sert davantage Benjamin Netanyahou que l'État d'Israël, cette distinction entre Amelech et Mamlacha. Qui ne veut pas dire grand-chose, parce que, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire même Zini, dans une déclaration... C'est très clair. On n'imagine pas un autre chef du Shin Bet, du Shabak, par exemple, approuver cette demande qui est tout de même un petit peu curieuse, de Sarah Netanyahou d'obtenir une protection des agents du Shabak tant que son mari Benjamin est en vie. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire d'Israël. Oui, mais il y a des premiers ministres... Gadi Eisenkot a laissé entendre que si, et Naftali Bennett aussi je crois, que si un certain nombre de hauts fonctionnaires qui ont été nommés dans cette législature, qui sont parvenus à prouver, il faudra le prouver. Mais oui, mais ça veut dire... Est-ce que ça veut vraiment dire que David Zini est à la botte de Netanyahou parce qu'il satisfait à une demande qui est peut-être légitime de la part de Madame Netanyahou, qui dit que ses enfants sont menacés? Mais Daniel, c'est pas suffisant le fait que le numéro 1 des services secrets internes reçoive chez lui Yaakov Berdugo, qui l'avait même de Yaakov Berdugo lui-même, n'est pas un journaliste, mais un homme de médias
proche, c'est le moins qu'on puisse dire, du pouvoir en place, et qu'après cette rencontre, soudainement, David Dini change d'avis sur la nécessité de diligenter une enquête sur une fuite qui serait parvenue aux journalistes de la chaîne 12, bah c'est Oui, un élément à charge mais à Dror, apporter c'est au peut-être dossier. que Un peut-être de plus. c'est peut-être ce qui change, c'est que on regarde chaque fait et geste de David Zini avec une loupe extrêmement puissante, tandis que peut-être que on n'a pas fait la même chose avec Ronen Bar et que l'on aurait peut-être dû le faire, peut-être ça aurait évité peut-être quelques malheurs. C'est tout, c'est-à-dire peut-être que aujourd'hui David Zini depuis le début il est mal considéré Mais, par mais, l'opposition et donc chaque fait et geste de sa part. on est bien d'accord, mais Ronen Bar, Ronen Bar porte une très très lourde responsabilité sur les massacres du 7 octobre, je vous l'accorde, l'ancien chef du Shabak. Mais Ronen Bar était un homme du Shabak. Parce qu'il a été nommé, d'ailleurs par Benjamin Netanyahou, il n'y avait je crois, il n'y avait aucun doute sur ses compétences, ça aussi ça compte. Alors que David Zini, qui a été un général au gradé et qui a eu un parcours militaire tout à fait exemplaire, à aucun moment de son parcours militaire, il n'a exercé des fonctions en lien avec le travail Oui, mais ça a du existé. renseignement. Ça a existé à l'époque de Sharon. Il y avait, comment s'appelait-il Non, Ami Ayalon. Non, voilà, il y avait Ami Qui Ayalon avait qui été était. nommé chef du Shin Bet, avait Voilà. été au préalable numéro un de la marine militaire. Lorsqu'on est numéro un de la marine de guerre, on s'occupe de renseignement. Aucune des Oui, mais, fonctions mais de bon, David Zini oh, au bon, sein de l'armée ne l'a amené à s'occuper de c'est des renseignement. détails. On est rentré un peu trop dans le truc. On revient à Yair Golan. Est-ce que, c'est-à-dire tout ça, c'est-à-dire vous pensez que c'était un style particulier, Yair Golan, cette volonté de s'exprimer un peu de cette manière c'est-à-dire, Incontestablement, il multiplie les déclarations à l'emporte-pièce, certaines pour le moins maladroites, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je pense que s'il lui a coûté des plumes, parce que vous savez, les sondages montrent que parmi les électeurs de Gadi Eisenkot, vous avez environ l'équivalent de 5 ou 6 sièges qui sont des électeurs dont les valeurs, dont les idées sur l'État d'Israël sont identiques à celles des électeurs du Parti des démocrates. Et si ces gens-là sont aujourd'hui en faveur de Gadi Eisenkot, c'est aussi par volonté de renforcer ce qui est aujourd'hui le plus grand parti de l'opposition, c'est juste, mais c'est aussi parce que le style de Yair Golan, son caractère voilà. fort en gueule, ses déclarations à l'emporte-pièce, certaines qui sont assez scandaleuses, eh bien, ont éloigné des électeurs qu'on pourrait qualifier d'Israéliens de gauche. Et là-dessus, je pense qu'effectivement, le style très particulier de Yair Golan a éloigné un nombre même important, je pense, d'électeurs du Parti des démocrates, même si, encore une fois, 10 ou 11 sièges dans les sondages, c'est pas trop mal pour un parti qui est représenté par 4 députés seulement dans la Knesset actuelle. Alors, je voudrais que l'on aborde un dernier développement du discours du président de l'État hier, qui était un discours en perspective de la journée de Tisha B'Av qui débute ce soir dont on connaît le profond symbole dans la réalité israélienne, division, haine gratuite, etc. C'est-à-dire, le président a été très clair. Il a dit que, d'abord, il avait rencontré le président de la commission électorale centrale, le juge Solberg, et justement David Zini, et que ceci lui avait alerté sur le fait qu'il pouvait y avoir des influences extérieures et même, on va dire, des risques de falsification interne dans le cadre des élections et qu'il fallait être extrêmement vigilant. Et il a mis en garde lui-même, le président, contre, on va dire, des divisions internes. Il a dit très clairement, les élections, ce n'est pas une guerre civile. C'est important que le président alerte déjà au début de la campagne électorale sur ce qui risque de se passer au cours des prochaines semaines. Oui, il est tout à fait dans son rôle et effectivement, quasiment tout le monde en Israël redoute une campagne électorale houleuse, voire violente, avec des violences physiques. Tout à l'heure, on parlait du Parti des démocrates, mais il n'y a pas si longtemps, des militants de ce parti ont été agressés physiquement, tout simplement parce qu'ils ils tentaient d'établir un stand de propagande électorale dans un quartier du sud de Tel Aviv. Et beaucoup de gens redoutent effectivement un assassinat politique. Il y avait également
là, on dépasse un peu le cadre du politique stricto sensu, mais tout de même, ça s'en rapproche des cas de lancer de pierres, de vandalisme, avec un inconnu filmé par les caméras de surveillance masqué, qui a lancé une pierre, c'est-à-dire peut-être le même homme, devant les locaux, sur les locaux et sur la vitrine, sur la vitre de la porte de la chaîne de télévision numéro 12 et également sur celle de la 13, me semble-t-il. Donc oui, la violence politique est à craindre et le président Herzog est tout à fait dans son rôle lorsqu'il tire cette sonnette d'alarme. Il faut effectivement faire en sorte que cette campagne électorale se passe dans les meilleures conditions possibles. Au mesure où on va se rapprocher, plus on va se rapprocher des échéances électorales, plus le risque de violence politique est grand, étant donné que tout le monde s'accorde à dire, quel que soit le bord politique, l'opposition et les soutiens également du gouvernement, que ces élections seront critiques, décisives pour l'avenir du pays. Oui, c'est ce que l'on dit en général à chacune des consultations électorales. On dit non, ça. mais celle-là, c'est très différent. Parce que depuis les dernières élections, c'était il y a 4 ans, il y a quand même eu 2 bouleversements, la réforme judiciaire et la contestation contre la réforme judiciaire, et bien évidemment les massacres terroristes du 7 octobre et la longue guerre qui a suivi. La société israélienne d'aujourd'hui, ben, c'est pas la même qu'il y a 4 ans. Elle a subi des traumatismes importants. Et effectivement, dans beaucoup de milieux en Israël, alors peut-être davantage en effet, dans les milieux qui soutiennent l'opposition, il y a ce sentiment que ce sont des élections cruciales pour l'avenir du pays, et donc les Israéliens sont à fleur de peau. Et le président Herzog a également averti dans son texte, hein, c'est lié, des tentatives d'influence venues de l'étranger et aussi d'Israël même, contre le bon déroulement de la campagne et du scrutin lui-même. Et ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que vous avez des agents d'influence iraniens ou russes ou turcs ou que sais-je encore, qui vont influencer les Israéliens en leur disant à travers les réseaux sociaux et à travers ce qu'on appelle des bots, votez pour eux et ne votez pas pour lui ou inversement. Mais ça veut dire qu'ils vont semer la discorde, qu'ils vont verser du sel sur les plaies de la société israélienne en tentant on est à la veille de Tisha B'Av justement, en tentant d'ériger les Israéliens les uns contre les autres. C'est ce que beaucoup de gens de l'étranger et aussi malheureusement d'Israël, peut-être plus ou moins influencés et payés par l'étranger, vont essayer de faire à travers, et bien évidemment, les réseaux sociaux. Israël n'est pas le seul pays confronté à ce genre de problème. La France aussi se dirige vers une élection cruciale. Et il y aura également en France des tentatives, notamment venues de Russie et d'ailleurs de semer la discorde. Oui, mais le fait, c'est que ces développements technologiques interviennent justement dans un contexte où l'État d'Israël est déjà très profondément clivé. La société israélienne est déjà très profondément fracturée. Merci beaucoup, Dror Even-Savir, d'avoir accepté de répondre à nos questions et commenter en particulier donc, les résultats de les élections primaires au sein du Parti des démocrates. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée. On aura peut-être l'occasion de se reparler au cours des prochaines semaines pour commenter les développements dans la campagne électorale. À bientôt. Bye, Dror. C'est probable en effet. Merci, Daniel.